ça veut dire que ce sera pas un produit fini, t'as vu? Oui, mais c'est drôle parce que même la peinture, en fait, ça c'est cher. C'est vrai. Mais c'est drôle comme ça. Vas-y. C'est bon. J'adore les musées. Faut savoir que c'est un des endroits qui m'apaise, me ressource, dans lequel je me sens vraiment le mieux au monde. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu plus parce que je trouve que les musées, c'est clairement sous-coté. On a encore cette image très poussiéreuse, très inaccessible, très snob des musées. Alors oui, il y a une part de vérité là-dedans et je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est pas que ça un musée. Déjà, il y a une forme de rituel à aller au musée. J'ai souvenir que quand j'étais petite, j'habitais déjà en région parisienne, mais au bout du RER. Et quand on allait au musée, c'était forcément à Paris. Donc fallait se préparer. Genre se taper une bonne heure de RER, savoir qu'on allait manger sur place, généralement au McDo ou un truc du genre, entre deux expos, faire la queue pendant des heures, mais ensuite passer vraiment un temps hors du temps, justement, dans le musée en lui-même, faire une expo, aller se perdre dans la boutique après, avoir envie de tout acheter. C'était vraiment ce petit moment-là qui prenait une demi-journée. Et je trouve que le rituel, il reste encore un peu aujourd'hui avec juste le fait de, oui, faire la queue pour rentrer, prendre son billet en amont, préparer en fait sa visite. C'est préparer un temps comme ça où on sait qu'on ne va faire que ça. C'était une chance aussi, et ça l'est toujours d'avoir accès au musée parce que j'habite Paris et c'est une des villes dans lesquelles il y a le plus de musées. C'est hyper accessible. Quand je me tapais les 1 heure de RER minimum, j'avais la chance d'avoir mes parents en fait pour me traîner au musée. C'est pas toujours le cas. Je comprends que la démarche soit hyper complexe à mettre en place au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai envie de valoriser encore plus les musées. C'est vraiment des lieux de magie où il se passe des trucs et ça vaut le coup, ça vaut l'effort de se taper 2 heures de transport pour pouvoir y accéder. Je sais pas si vous vous souvenez, vous, du premier musée dans lequel vous avez été enfant. Moi, j'ai des souvenirs assez fragmentés, mais genre des flashs d'expositions qui m'ont marqué. Déjà, il y a la Cité des Sciences. Je sais pas si ça peut vraiment rentrer dans la définition de musée, mais en même temps, oui. Musée de l'industrie et de la science, ça marche. On va dire ça. C'est vraiment une forme de musée interactif. Finalement, on apprend des trucs, il y a des trucs exposés. Je veux pas me cantonner à un musée avec des tableaux, en gros, dans ma définition. Mais la Cité des Sciences, j'habitais à côté. Et du coup, j'ai des souvenirs vraiment très forts là-bas de me glisser sous un parapluie pour entendre le tonnerre, parce qu'il y avait un parapluie interactif, de pouvoir pédaler sur un vélo et voir la lumière s'allumer dans la vitrine juste à côté, et un petit squelette qui pédale aussi sur le vélo. Et du coup, quand t'es gamin, t'es persuadé que c'est toi, alors que magie, pas du tout. Voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a après une approche plus classique des musées où j'ai souvenir des grandes toiles bleues avec des points rouges de Miro à Beaubourg. Ça m'avait marqué, mais genre vraiment. J'étais dit, ok, c'est aussi ça la peinture. Je comprenais mieux pourquoi mes parents, et notamment mon père, me disaient de pas forcément représenter des choses quand je dessinais, mais de juste m'exprimer. Bref, des souvenirs de musée, j'en ai plein. Et je pense que vous pouvez en avoir quelques-uns. Et si c'est pas encore le cas, il est temps de créer les vôtres. Parce que le musée, c'est un lieu où on peut être entouré de beau, d'émotions, de talents. C'est vraiment... moi, ce qui rend ces lieux-là très réconfortants et inspirants. Je trouve en plus que chacun peut s'y retrouver. En fait, il y a plein de modes de consommation des expositions dans les musées. Typiquement, il y a ceux qui vont y aller pour se documenter, lire tous les cartels, lire toutes les informations, avoir la petite brochure et être capable de raconter plein de faits sur ce qu'ils ont vu dans l'exposition. Il y a ceux qui vont plutôt s'intéresser aux techniques, regarder comment tel petit détail a été représenté, peint, sculpté, pouvoir avoir cette approche-là. Et puis il y a ceux comme moi, des gens qui déambulent, genre juste dans une exposition, qui lisent la moitié des infos et encore, qui souvent sont incapables du coup de raconter le moindre propos un peu scientifique tiré de l'expo, mais qui sont juste happés par les couleurs, les formes, les œuvres présentes, et qui passent d'une œuvre à l'autre comme ça, juste dans le ressenti, qui sont vraiment attentifs à la scénographie, aux œuvres en elles-mêmes, et qui vont pas chercher au-delà de ce ressenti-là. Et c'est en ça que je trouve que le musée, ça peut être consommé de plein de façons différentes. Je suis sûre que vous avez votre façon de le faire. Il y en a qui peuvent mélanger aussi plusieurs façons, évidemment, mais c'est un des rares lieux où on peut avoir autant d'approches différentes.
Et le tout, en plus, en se baladant dans un lieu fermé. D'habitude, quand on va dans des lieux culturels en intérieur, c'est au ciné, au théâtre, c'est pour voir une performance, ça peut être aussi dans une bibliothèque. Mais généralement, on arrive, on s'assoit et on se mange l'œuf dans la gueule, sans avoir forcément la possibilité de prendre que ce qui nous intéresse. En fait, on est obligé de tout digérer d'un coup. Et ensuite, de pouvoir décanter les informations. Alors que le fait de marcher, moi j'adore marcher dans la vie, je marche beaucoup. Et je trouve que le musée en ça, c'est bien de pouvoir déambuler. Déjà parce que quand on marche, je trouve on réfléchit différemment et on a d'autres flots de pensées qui arrivent, qui sont plus propices aussi à des réflexions deep, à de l'inspiration. Et le fait de pouvoir, comme ça, passer d'une œuvre à une autre, revenir en arrière, repartir. En fait, on consomme un peu l'exposition ou le musée, les collections comme on le souhaite, l'art comme on le souhaite, et pas toujours comme ça a été pensé pour la scénographie par les commissaires d'exposition et l'architecte de l'exposition, qui font un travail généralement hyper poussé, pareil pour des collections permanentes, c'est réfléchi et pensé. Mais j'aime bien cette possibilité de se dire, en fait, si j'ai envie de retourner voir une œuvre qui m'a énormément marquée, je peux rebrousser chemin dans l'exposition et y retourner. Si j'ai envie de m'arrêter pendant plusieurs minutes devant une œuvre, je peux. Si j'ai envie de passer des cartels parce que ça m'intéresse pas, je peux. Si au contraire j'ai envie d'aller chercher une brochure, je peux. Tout ça, c'est une liberté très rare, encore une fois, dans un lieu en intérieur. On a plutôt l'habitude de déambuler dans des lieux extérieurs et je trouve que c'est ce qui participe de la richesse des musées. Vous l'aurez compris, je vais faire vraiment une ode au musée dans cet épisode. C'est des lieux qui, pour moi, sont devenus un peu comme des secondes maisons. Quand je pense Beaubourg, le musée d'Orsay, la Bourse de commerce, le Quai Branly, le musée Guimet, le musée Jacques-Marandré, l'Orangerie, le Jeu de Paume, le Louvre, le musée de la vie romantique, la Fondation Louis Vuitton, le Palais de Tokyo, le musée des arts décoratifs, le musée Bourdelle, qui est au passage un de mes lieux préférés. C'est un petit peu des adresses et des noms que je connais par cœur. Il y a évidemment plein de petits nouveaux qui viennent s'ajouter à la liste, et puis d'autres vont plus prendre leur distance. C'est un joli reflet, je trouve, les musées dont on se rappelle et pour lesquels on a des liens, de notre propre parcours et notre propre relation à l'art et parcours de vie, en fait, un peu de façon plus générale. Il y a quelques dizaines d'années, je ne jurais que par Jacques-Marandré et le musée d'Orsay. J'étais très 19e, le romantisme, enfin, comme énormément de jeunes femmes, voilà. Et puis, j'ai fini mes études et j'ai postulé à un poste de social media manager, donc responsable des réseaux sociaux en français, merci Chloé, qui était à Beaubourg, donc le Centre Pompidou. Centre Pompidou, deuxième plus grande collection au monde d'art contemporain et d'art moderne. Et j'y connaissais rien. J'ai quand même été prise. Je sais pas par quelle entourloupe. Merci encore à Clémence pour sa confiance quand elle m'a recrutée. Et en fait, j'ai débarqué là-bas sans vraiment connaître les collections permanentes, sans vraiment savoir déjà la différence entre art moderne et art contemporain. C'était flou. L'art contemporain, j'avais des préjugés énormes dessus. J'en parle d'ailleurs dans mon épisode sur l'art contemporain que je vous mettrai dans les notes du podcast parce qu'il y a plein de conseils que je donne dans cet épisode qui peuvent être applicables finalement au musée de façon générale pour les rendre plus accessibles et pour vous permettre de faire des découvertes. Toujours est-il que j'ai passé 2 années à Beaubourg, 2 très belles années, avec la chance folle, le privilège de pouvoir marcher dans les collections seule le mardi, jour de fermeture, ce qui est franchement l'expérience d'une vie, c'est assez fou. Et aujourd'hui, je suis très attachée finalement à l'art contemporain, même si j'adore toujours le musée d'Orsay, j'ai arrêté de ne jurer que par lui et par le musée Jacques-Marandré. Je commence à m'intéresser à des musées comme le musée des arts décoratifs qui en ce moment est clairement mon nouvel amant, mais voilà, on parle de design, de mode, d'objets et ça me parle beaucoup. Et ça fait aussi que dans ces fameuses maisons, ces fameuses adresses que j'ai encore dans mon cœur, si j'ai de nouveaux amants, j'ai aussi des ex. Et le Centre Pompidou en fait partie. Je le regarde de loin, j'y vais beaucoup moins qu'avant, mais avec toujours nostalgie et affection. Genre, voilà, quand je passe, je suis genre « Ah, le Centre Pompidou !»
Voilà, il y a cette petite voix qui part dans les aigus, mais je vais pas forcément passer le pas de la porte. Ça appartient un peu à une autre époque pour moi, et sauf s'il y a vraiment une expo qui me motive, je vais donner leur chance à d'autres lieux. Je pense que le fait d'avoir bossé dans un musée, ça a évidemment transformé mon regard sur les musées. Quand je vais à l'étranger, ça me tient à cœur de visiter les musées sur place. C'est vraiment un truc que je fais à chaque fois pour découvrir aussi d'autres artistes, d'autres œuvres que je n'ai pas encore vues, avec une approche culturelle différente, avec une approche de l'art différente, d'autres mouvements. Et là où le fait d'avoir bossé dans un musée me biaise totalement, c'est que je peux pas m'empêcher maintenant de critiquer la médiation, la scénographie, le sens de circulation, même l'accrochage, les cartels. Je suis une énorme relou. Déjà, je vous bassine avec cartel depuis tout à l'heure, je sais même pas si vous savez ce que ça veut dire. Cartel, c'est les textes d'information, les petits textes qui accompagnent les œuvres. Voilà, c'est ça un cartel. C'est vrai que j'ai maintenant cette déformation de grosse relou, mais qui me fait apprécier différemment aussi le fait d'avoir un œil sur la scénographie, sur la circulation des gens au sein de l'expo, pourquoi est-ce que là je partirais à gauche au lieu de partir à droite, etc. Ça participe aussi de la réception des œuvres. C'est là où je me dis que je m'éloigne peut-être un peu de la notion de musée pour certains d'entre vous. Les musées, c'est pas que des expositions permanentes, c'est aussi des expositions temporaires. Sachant que des expositions temporaires, elles sont vraiment pensées par des commissaires d'exposition pour porter un propos ou un angle, un point de vue sur des œuvres, sur un artiste ou une artiste, versus les collections permanentes qui sont souvent quand même par chronologie ou alors par grand mouvement. C'est bien aussi, mais du coup, il y a moins un regard là-dessus, c'est davantage les œuvres présentées et la taille des salles à la rigueur ou la couleur des murs qui va impacter la perception qu'on peut avoir des œuvres en question. Ce qui me biaise aussi, c'est ma déconstruction personnelle sur les questions de sexisme dans l'art, sur les questions d'inclusion, sur les questions de racisme intégré et de passé colonial qu'on peut avoir dans notre traitement des œuvres d'art, de l'appropriation culturelle. Je pense typiquement, le Quai Branly, pour moi, c'est un des lieux les plus magiques de Paris. Et je peux pas m'empêcher maintenant quand même d'avoir à chaque fois cette petite voix dans ma tête qui me dit « Ah, regarde toutes ces œuvres qui ne sont pas dans leur pays d'origine pour que toi, petite Française, tu puisses les découvrir. » Alors c'est trop bien et c'est une chance folle et je veux en profiter. Mais en même temps, je me dis que ça a été pas forcément donné par des cultures pour qu'on y ait accès, mais pris de force. Et c'est ça qui me pose un peu plus problème. Pareil dans le sexisme dans l'art. Une des raisons pour lesquelles, typiquement, je vais un petit peu moins à Beaubourg, c'est que là, en ce moment, il y a une exposition sur, roulement de tambour, Picasso. Et c'est vrai qu'on l'avait pas assez vu, celui-là. Oh là là, ça... Pour moi, c'est une raison pour ne pas aller voir cette exposition, parce que même si on sort de toutes les critiques possibles sur l'homme et le fait de représenter des viols, etc. dans ses peintures, il y a aussi la dimension ok, c'est bon, Picasso, en fait, on en a soupé quand même depuis bientôt un siècle. Est-ce qu'on peut changer de disque, s'il vous plaît ? J'aimerais beaucoup découvrir d'autres artistes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui marquent aussi leur époque, qui ont marqué leur époque et qui ont tout autant de légitimité et d'importance et qui ont tout autant bouleversé le monde de l'art et à qui on ne donne vraiment, vraiment pas le même crédit ou la même lumière. C'est vrai que ça a permis de complexifier un peu mon rapport au musée, je pense. Il y avait ce côté admiratif, et en même temps, je trouve que ça nous éveille aussi un regard critique, une analyse de notre monde, de notre société, comment est-ce qu'elle a évolué, que ce soit par des codes esthétiques, mais bien au-delà en fait, sur même les représentations, la façon dont les artistes sont mis en avant, sur lesquels on communique, lesquels on présente pour représenter un mouvement artistique par exemple, parce que là aussi, pour faire l'impasse par exemple sur les femmes, il y a du monde. Bref, tout ça, je trouve que ça permet de faire des musées aussi des lieux d'expression, et pas seulement d'expression au sens artistique, des artistes qui se sont exprimés avec des œuvres et hop, on vous présente ces œuvres-là, mais d'expression personnelle. C'est l'endroit pour développer son avis, développer une opinion, pouvoir débattre avec les personnes avec qui on visite une exposition ou un musée, ou des collections permanentes, pardon. À chaque fois, c'est dans un musée, dans ma définition à moi en tout cas.
C'est un lieu d'expression physique. Il y a des gens qui viennent pour danser dans les collections. Moi, j'ai déjà dansé dans les collections du Centre Pompidou. Voilà, sachez que pour ma dernière semaine, j'ai été filmée par ma stagiaire. Si je vous retrouve le rush, je le mettrai sur le compte Instagram parce que c'était quand même assez rigolo. C'était ma façon de dire au revoir aux collections. Je me suis dit, vas-y, on est mardi. Je vais danser seule dans une pièce. Alors, j'étais très peu à l'aise. Mais voilà, ça peut être ça, l'expression, ça peut être juste de prendre votre carnet, d'aller dessiner ce que vous voyez, ce qui vous inspire, que ce soit les œuvres ou les gens qui regardent les œuvres. Ça peut être faire des photos, enfin voilà, les modes d'expression, ils sont tellement variés. Et d'ailleurs, quand je parle d'expression, ça me fait penser du coup aux sens, aux différents sens qu'on peut avoir. Et notamment, il y en a un, alors là, c'est mon petit coup de gueule personnel dans cet épisode, le rapport au toucher. Le nombre de sculptures que j'ai envie de toucher à chaque fois, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir le faire. Évidemment, c'est pour la conservation des œuvres, etc., éviter qu'elles soient toutes polies et autres. Mais, ça me manque le toucher dans les expos. Et ça, je crois que, franchement, je l'ai depuis que je suis toute petite, parce que dans mes super anecdotes que j'adore raconter pour me la péter un coup, la légende raconte que j'ai posé mes 2 mains sur un Magritte quand j'étais petite. Et en fait, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça des fois, même juste avec des peintures, pour toucher le relief, les coups de pinceau. Ce truc-là, ça manque un peu dans les musées. On a tout centré sur la vue. Parfois, c'est en train de se développer un petit peu l'ouïe. Je pense notamment à la Philharmonie, qui propose souvent de la musique, du coup, dans ses expositions, vu que c'est autour du son, mais ça accompagne vraiment une scénographie plus physique, plus corporelle, plus avec des objets, etc. Pouvoir avoir ce côté tactile, ça manque un petit peu, je trouve. Je m'en rends compte en faisant l'épisode. Laissez-nous toucher des trucs. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, les musées, c'est des lieux de vie. C'est des lieux d'inspiration, il se passe plein de choses. Ça m'attriste de voir que les gens aujourd'hui s'intéressent toujours peu aux musées, ont toujours une image très datée des musées, alors que certes, il y a un côté élitiste, et ne serait-ce que le ticket d'entrée ou les cartels, c'est pas forcément accessible à tous. Juste la distance aussi, on en revient à 1 heure de RER. Mais il y a vraiment des équipes qui se bougent pour rendre ces lieux accessibles, vivants, faire bouger les choses, attirer de nouveaux publics. Parce que sans public, les musées, c'est juste des bouts de peinture accrochés sur des murs, quoi. Ça a très peu d'intérêt. Et je vous invite à profiter du coup des premiers dimanches du mois pour découvrir des collections gratuitement sur les musées nationaux. Voilà, l'entrée est gratuite. Il y a aussi beaucoup de programmations annexes dans les établissements publics qui permettent d'assister en fait à des performances ou des soirées dans les collections et donc de profiter des collections gratuitement, encore une fois. Il y a des tarifs préférentiels. Tout ça, j'en parle encore une fois dans mon épisode sur l'art contemporain. Et je vous invite vraiment à vous servir un petit peu de mes astuces en tout cas pour redonner une chance au musée si ce n'est pas le cas, ou continuer à y aller toujours autant si vous êtes fidèle des expositions et des musées, que vous aussi c'est un endroit un peu doudou. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram et sur TikTok, m'envoyer vos plus beaux DM pour me donner un petit peu votre avis suite à l'écoute de cet épisode et des autres. Et moi je vous dis à mercredi prochain, bye!